Behind me are 100 people, and they range from the age 1 all the way through. It's time to feed My little brother George. This is Bobby Pig. YouTube est ennuyeux maintenant. Ce sont les mots exacts que m'a dit mon ami alors que nous parlions de l'état actuel de la plateforme. Je lui ai demandé pourquoi il était de cet avis, et il m'a répondu « Tout semble si poli, si commercial, et on dirait que tout ce que font les créateurs, c'est courir après l'algorithme. Cela devient fatigant. » J'ai convenu que YouTube était devenu ennuyeux, mais il n'a pas vraiment aimé ce que j'ai dit ensuite. Je lui ai dit que c'était autant la faute du public que celle du créateur. Voici ce que je veux dire. Il y a quelques années, j'ai remarqué un phénomène récurrent en parcourant YouTube. Plusieurs vidéos présentées dans mon flux d'accueil traitaient de la même chose. Elles avaient toutes des titres légèrement différents et des vignettes avec l'image d'une personne réagissant au titre. Les sujets abordés étaient pour la plupart génériques. Ils traitaient souvent de phénomènes culturels, d'événements historiques ou de ce qui se cache derrière un mème. Vous vous souvenez peut-être des vidéos diffusées il y a quelques mois sur les raisons pour lesquelles les hommes pensent tout le temps à l'Empire romain. Il n'y a rien de mal à être d'actualité, mais les chaînes sont devenues limitées dans les sujets abordés. Nous ne sommes plus libres de suivre nos centres d'intérêt. C'est un cycle que j'observe sans relâche. L'algorithme fait apparaître un sujet d'actualité sur ma page d'accueil YouTube. Les mêmes chaînes couvrent ces sujets, et les seules nouvelles chaînes qui apparaissent sur ma page d'accueil sont des chaînes qui couvrent également ces mêmes sujets. Si vous regardez l'une de ces chaînes, YouTube vous en propose d'autres. Avant même de vous en rendre compte, vous vous noyez dans des vidéos sur la façon dont Ticketmaster vous a gâché la vie. Ce qui me rappelle que je devrais probablement aborder ce sujet à un moment ou à un autre. Et puis, il y a le phénomène MrBeast. C'est comme ce que je viens de décrire, mais en mode hyper. Le principe de base de la plupart de ces vidéos est qu'il trouve un moyen extrême et divertissant de dépenser de l'argent de manière charitable. Chaque vidéo tente de tirer parti d'un phénomène populaire comme le Squid Game. Afin de générer des clics, les sujets sont extrêmes et les vidéos sont si rapides qu'il n'y a pas de place pour respirer, et encore moins pour cliquer sur « off ». C'est ainsi qu'il a atteint le saint graal de la réussite d'une vidéo YouTube, un taux de clics élevé, c'est-à-dire le nombre total de personnes qui cliquent sur votre vignette, et un temps de visionnage élevé, c'est-à-dire le temps total passé par les internautes à regarder votre vidéo. L'incroyable succès de MrBeast a inspiré une armée de clones qui imitent son modèle et les défis qu'il propose dans ses vidéos. Dans les jours qui suivent la publication d'une vidéo par MrBeast, vous verrez de nombreuses vidéos similaires de la part des imitateurs qu'il a engendrés. Alors que de nombreuses chaînes YouTube populaires recherchent des tendances, ces chaînes recherchent un créateur. Il en résulte un manque flagrant de variété et d'originalité. Que se passe-t-il donc exactement ? Pourquoi les chaînes de divertissement et même les chaînes éducatives de YouTube suivent-elles les tendances à un rythme effréné ? Et est-ce un problème en fin de compte ? Sans filtre, YouTube ne serait qu'un mur de bruit, et vous devriez vous fier uniquement à la recherche pour trouver des choses qui vous intéressent. Les gens abandonneraient probablement la plateforme, frustrés d'avoir du mal à trouver quoi que ce soit. Ou alors, elle ne conviendrait que pour ces tutoriels utiles et d'autres types de vidéos que vous rechercheriez régulièrement. Pour éviter cela, YouTube a créé un algorithme. L'algorithme de YouTube est très compliqué et presque impossible à comprendre. Mais pour les besoins de cette vidéo, voici ce que vous devez savoir. Dans les premiers temps de YouTube, l'algorithme était optimisé pour les clics et les vues. Toute vidéo qui attirait rapidement l'attention était diffusée encore plus largement sur la plateforme. Cette époque a donné naissance à de nombreuses vidéos mémorables. Les courts-métrages d'animation étaient très populaires, et étaient souvent les premières vidéos à être partagées lorsque les gens se réunissaient autour d'un ordinateur de bureau. Mais cet algorithme n'était pas parfait. En fait, il était très facile de l'exploiter avec des titres et des vignettes trompeurs. C'est ainsi qu'est né le clickbait. Les gens utilisaient les titres et les vignettes les plus extrêmes pour inciter les internautes à cliquer, alors que la vidéo n'avait rien à voir avec ce qui avait été promis. À cause de cela, les gens ont commencé à se sentir frustrés par la plateforme, si bien que vers la fin de l'année, YouTube a modifié son algorithme pour mettre davantage l'accent sur la durée de visionnage. Cela a donné un avantage énorme au contenu plus long et a donné naissance à ce qui est considéré comme l'âge d'or de YouTube. Les chaînes qui produisaient des vidéos attrayantes et plus longues, comme les vlogueurs, les vidéos de jeux et les chaînes d'essais vidéo, comme celles que vous regardez, ont gagné en popularité. Le temps d'achèvement est également devenu un facteur. Certaines chaînes se sont tournées vers des vidéos plus courtes avec un meilleur taux d'achèvement, ou des vidéos plus longues avec un meilleur temps de visionnage. Les vidéos de conspiration ont pris leur essor dans ce cadre, car elles avaient tendance à accrocher les spectateurs pendant de longues périodes, et les spectateurs les regardaient généralement jusqu'au bout. YouTube a réagi en adaptant l'algorithme en fonction de la satisfaction, en accordant plus d'importance à des paramètres tels que les partages et les mentions « j'aime ». Il a finalement ciblé la désinformation dans le contenu afin de réduire l'impact des vidéos de conspiration et de désinformation. Le score d'autorité d'une chaîne a permis de déterminer s'il s'agissait d'une source d'information fiable, ou d'une absurdité digne d'un chapeau d'aluminium. Cette note tient compte du nombre d'abonnés, de vidéos, de vues, de la qualité, etc. Aujourd'hui, YouTube prend en compte dans l'algorithme la satisfaction des spectateurs, la note d'autorité, la durée de visionnage, le nombre de vues, la fiabilité du contenu et l'historique particulier d'un utilisateur donné. Il se passe bien d'autres choses derrière le mur de l'algorithme que personne, pas même les employés de YouTube, ne peut vraiment comprendre. Pour rendre les choses encore plus confuses, l'algorithme change constamment, et c'est là que le problème commence. Étant donné que l'algorithme change constamment,
les créateurs comme moi sont continuellement à la recherche de tendances sans avoir une idée fiable des performances de leurs vidéos. Le même type de vidéo peut générer des millions de vues une semaine et n'en générer que quelques milliers la semaine suivante. Le bouton d'abonnement devrait permettre d'éviter ce problème et, à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Lorsque vous vous abonnez à une chaîne, vous recevez toutes les vidéos qu'elle produit, mais pour une raison quelconque, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, lorsque vous vous abonnez à une chaîne, vous ne verrez pas nécessairement beaucoup de ces vidéos sur votre page d'accueil YouTube. Vous avez plus de chances de voir le visage souriant de MrBeast que la vignette d'une chaîne que vous aimez. Comme celle-ci, pas vrai? Avant les modifications apportées à l'algorithme, le fait d'avoir un grand nombre d'abonnés s'accompagnait d'un nombre de vues élevé. Cela signifiait que les créateurs n'avaient pas besoin de suivre les tendances, qu'ils pouvaient se contenter de diffuser ce qu'ils pensaient être un bon contenu et que leurs abonnés le verraient. Cela leur permettait d'être plus flexibles sur ce qu'ils pouvaient couvrir. Si un sujet leur semblait important mais n'était pas vraiment populaire, ils pouvaient quand même produire une vidéo sur ce sujet. Peut-être que leur public apprendrait quelque chose d'important qu'ils n'auraient pas appris autrement. Le problème, c'est que les nouvelles chaînes ont eu du mal à s'imposer. Ce n'était pas très bon pour la croissance de YouTube, ni pour la diversité des chaînes. En conséquence, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où le contenu reflète ce que l'algorithme veut. Alors en quoi est-ce votre faute? Si le contenu reflète ce que veut l'algorithme est en fait une représentation de ce que veut le public. En fait, le public veut quelque chose, les algorithmes s'en rendent compte, et les créateurs répondent à la prise de conscience de l'algorithme. Il n'y a que peu ou pas de place pour que le contenu s'épanouisse en dehors des désirs immédiats des spectateurs. Mais le problème ne se limite pas à YouTube. Toutes les plateformes de médias sociaux tentent en permanence de vous fournir du contenu qui suscite immédiatement votre intérêt. Le contenu sur lequel vous êtes le plus susceptible de cliquer ou de faire une pause se voit accorder la priorité dans votre fil d'actualité. Une mise à jour personnelle d'un proche sera reléguée au bas de l'écran, tandis qu'une connaissance publiant un mème controversé sera régulièrement placée en haut de votre fil. Tout ce qui peut vous inciter à rester plus longtemps sur la plateforme. Nous sommes de moins en moins exposés à des choses que nous ne voulons pas immédiatement. Nous ne recevons pas de contenu qui n'est pas adapté à nos désirs spécifiques du moment. Les vidéos qui demandent un peu de patience ne sont pas diffusées dans notre fil d'actualité. Qu'est-ce que cela signifie en fin de compte pour les contenus éducatifs? À l'heure actuelle, de nombreuses vidéos éducatives poursuivent l'algorithme, mais tôt ou tard, l'algorithme pourrait les laisser de côté. Il se peut qu'elles ne soient pas assez gratifiantes pour le public. Dans les nombreuses incarnations de la télévision d'État, le contenu doit être soit éducatif, soit axé sur l'actualité. Pendant longtemps, des pays comme la Norvège et l'Italie ont eu une télévision publique. À l'époque de la télévision par câble, le contenu était beaucoup moins éducatif. Il s'agissait surtout de divertissement. Résultat, les adolescents et les jeunes adultes ont considérablement réduit leur consommation de lecture. Cela a eu un impact sur les scores de QI, avec une baisse moyenne de 2 points. Dans les régions d'Italie où l'accès à la télévision par câble était plus important, les adultes présentaient des scores cognitifs inférieurs de 4 points de QI. Platon pensait que l'art devait être réglementé afin qu'il ne corrompe pas les jeunes et n'affaiblisse pas leur caractère. C'est un cas extrême, mais il montre que les médias que nous consommons jouent un rôle important dans la définition de notre caractère. Pourquoi supporterions-nous un jour quelque chose d'éducatif si nous sommes tellement habitués à la gratification instantanée d'un flux de contenu piloté par des algorithmes? Découvririons-nous des œuvres d'art nouvelles et passionnantes si nous sommes abreuvés au goutte à goutte de ce que nous voulons tout de suite? Pourriez-vous découvrir la musique d'une culture lointaine? En apprendriez-vous davantage sur la philosophie ancienne? Je n'en suis pas si sûr. En tout cas, pas en ligne. Et quel effet la chasse aux algorithmes a-t-elle sur les enfants? Une grande partie de YouTube est destinée aux enfants, qui sont nombreux à posséder leur propre tablette. Sur la plateforme, ils sont abreuvés de vidéos conçues pour retenir leur attention le plus longtemps possible. Ils n'ont pas à supporter ce qui n'est pas immédiatement stimulant. Il existe des contenus éducatifs pour les enfants, mais la majeure partie de ce qu'on leur montre est du divertissement. Ils regardent des streamers jouer à Roblox, un jeu qui a également été créé et peaufiné pour que les enfants jouent le plus longtemps possible. Ils sont inondés de contenus stimulants pour les occuper. Ils s'habituent à la gratification instantanée et ont moins d'occasions de faire preuve de patience. L'émission éducative pour enfants Sesame Street a été diffusée pour la première fois à la télévision. Cette émission avait pour but d'aider les enfants à développer des compétences. Les enfants qui ont regardé l'émission ont montré des signes évidents d'apprentissage. Les groupes de contrôle ont vu leur QI augmenter de 5 points par rapport aux enfants issus de familles similaires qui n'avaient pas regardé l'émission. Même si Sesame Street est une émission de télévision et non une activité qui consiste à lire un livre, elle a pu avoir un impact positif sur l'intelligence des enfants qui l'ont regardée. Mais Sesame Street n'a pas eu à se programmer pour un algorithme. Elle n'a pas eu à sauter un épisode sur la lettre A jusqu'à la lettre X parce que d'autres chaînes étaient en plein essor avec le contenu de cette lettre. Le fait de suivre de si près les goûts du public a un impact réel, et cela pourrait faire de nous des personnes plus stupides et moins intéressantes. Cela peut aussi faire de la vie des créateurs de contenu un enfer étrange et lucratif. De nombreux créateurs individuels ont déclaré qu'ils se sentaient extrêmement épuisés par la chasse à l'algorithme. Et c'est vrai, en tant que public, vous avez encore un certain pouvoir dans tout cela. Avec un peu de discipline, vous pouvez résister à l'attrait de l'algorithme. Vous pouvez trouver des chaînes que vous aimez, vous y abonner et les consulter régulièrement.
Ignorez le mur de vidéos conçu par un algorithme insensible. Regardez des vidéos en dehors de vos centres d'intérêt. Recherchez du contenu sur le processus de fabrication d'un trombone ou sur le sommeil des chauves-souris. Maintenez la croissance en vie et faites preuve de patience pour ce qui est moins immédiatement intéressant. Car la surstimulation pourrait bien vous gâcher la vie. Regardez la vidéo suivante pour savoir comment y remédier pour de bon.